Bonjour et bienvenue. Et puis, comme vous le savez sans doute, nous allons rendre hommage à Jean Amadou, grande et noble figure de l'humour français et fidèle compagnon des grosses têtes. Voici vos grosses têtes. Le plus cultivé des scatologues, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Depuis qu'il a été évincé du plateau, l'archer n'a plus droit à ses flèches. Jacques Maillot. Bonjour. Le soir, dans certains lieux peu éclairés, il se fait appeler Anita. Bernard Mabille. Bonjour. Il a choisi de faire de la télé parce qu'on lui avait promis qu'il deviendrait une vedette du pape. Vincent Perrault. Bonjour. On peut la baratiner côté court, mais on n'a jamais accès au jardin. Chantal là-dessous. Bonjour. Alors, voici donc notre ami Jean Amadou nous a quittés. En fait, il avait pris depuis quelques mois des distances imposées par la maladie. Il sortait plus beaucoup. Et une de ses dernières sorties a été pour recevoir des mains du président de la République la Légion d'honneur au Palais de l'Élysée. Vous vous souvenez, Oui. Jacques Maillot? Oui, j'étais là, c'était très émouvant. Le président lui a fait un très joli discours. Il a été très chaleureux. Jean déjà avait des problèmes pour se déplacer, donc il était assis. Et quand le président Sarkozy l'a décoré, il a voulu se lever. Et le président lui a dit « Non, surtout reste assis, comme ça tu seras à ma hauteur. » Alors, c'est vrai que son mètre 96 en faisait le seul chansonnier à avoir pu regarder le général de Gaulle les yeux dans les yeux. Hein. Oui, il faisait la même taille que le général. Je crois qu'ils avaient 1 centimètre d'écart, c'est peu. Alors, c'était aussi un grand notable de l'humour montmartrois, mais aussi de l'humour citoyen, parce que, mine de rien, il portait un jugement sur la société. Alors, j'ai lu ce matin qu'il relevait de l'humour droitier. En fait, il relevait de l'humour tout court. Et il distribuait assez équitablement le mécontentement chez les politiques. Hein. Oui, on ne peut pas le taxer d'avoir été militant de droite ou de gauche. Il avait ses convictions. Il était très européen, Jean. C'était plutôt un centriste. C'était un homme comme ça. Centriste et peut-être héritier du radical socialisme. Ah oui, hein. par son père. Son Oui. père qui, lui, était vraiment de gauche, qui était receveur des PET, et qui, alors, lui, était vraiment un homme de gauche. À Béziers. À Béziers, et oui. Et c'était drôle parce que les repas de famille entre Jean et son père, c'était formidable, parce que c'était toute la 4e République qui ressurgissait. Et c'était très rigolo, très rigolo. Et en même temps, installé à Paris depuis très longtemps, il était resté très lyonnais. Hein. Oui, complètement, parce qu'il avait fait ses études au lycée Ampère. Donc, il se faisait envoyer régulièrement de la charcuterie lyonnaise avec du saucisson lyonnais, le fameux saucisson au pistache, Ouais. avec des pommes de terre. Et il adorait le gratin de macaroni qu'on allait manger chez Daniel et Denise, rue de Créqui à Lyon. Ça, c'était son plat favori. Alors, c'était une voix reconnaissable entre toutes. Hein. Oui, parce qu'il avait fait beaucoup de doublage avec plein de nos camarades, avec Jacques Balutin, et donc il avait doublé beaucoup de westerns, et c'était drôle de voir certains westerns où on voyait... Il y avait souvent un Indien qui avait la voix de Jean Amadou. Et il faut pas oublier que dans le doublage, c'est lui, il y avait une série à l'époque qui s'appelait Monsieur Ed. C'était un cheval qui parlait. Et il faisait le cheval. Et il faisait le cheval, c'était la voix de Monsieur Ed. Moi, je l'ai connu parce qu'il a eu au départ une formation de comédien dans la troupe de Marcel Tassincourt. Exactement. Qui était une femme metteur en scène très rigoureuse et qui était mariée avec le dramaturge académicien Thierry Mounier. Et alors, Jean faisait ses premières armes. Et d'ailleurs, il nous avait raconté que au départ, il était lancier parce que sa haute stature en faisait un personnage de premier plan, sauf qu'à l'époque, il n'avait pas encore la parole. Et puis, il est venu au théâtre de Chansonnier. Il est venu aussi à l'écriture parce qu'il a publié de nombreux livres. Hein. Oui, beaucoup. Ah oui. Et le dernier qui lui avait valu d'être invité chez nous, et c'était bien le moins comme invité d'honneur, s'intitulait « Je vous parle d'un temps ».
Et là, il avait enfourché un dada qui lui était cher, c'était sa croisade contre les énarques. Et ça avait donné lieu, d'ailleurs, un peu plus tard, à un très joli coup de sang. Et c'est très curieux de constater à quel point les énarques, ou les technocrates, mais les énarques en particulier, disent dans un très très long discours ce que vous et moi on dit en une phrase. Je vais vous donner un exemple. J'ai noté une phrase l'autre jour, j'ai entendu à la radio, donc je l'ai noté. Un énarque qui parlait de l'augmentation du prix de l'essence et il disait « Il est hors de doute que l'augmentation à la pompe de prix des hydrocarbures obère de façon significative le pouvoir d'achat de l'automobiliste qui assiste impuissant à une inflation hélas régulière du prix des carburants dont il subit les effets sans en maîtriser les causes. » Il y a 45 mots. 45 mots. Vous et moi, quand on va à la pompe, qu'est-ce qu'on dit? On dit putain, ça a c'est vachement augmenté. cher. Il y a 4 mots. Et encore à Neuilly, vous pouvez couper putain. Donc, vous voyez, en quoi on arrive à dire beaucoup plus rapidement que les mêmes choses en quelques mots. Voilà. Il y avait aussi le lettré, l'érudit, le collectionneur d'autographes. Oui. De livres aussi, il avait toute la collection de l'illustration. Et puis, bon, c'était le témoin de tout ce qui a aujourd'hui disparu. Mais comme vous l'évoquiez tout à l'heure, la fin de la 4e République. Hein. Oui, il était très féru, il adorait Édouard Herriot. Clémenceau. Ah ben on l'a assez charrié avec Clémenceau, je pense Clémenceau. pas qu'il l'ait beaucoup connu, Clémenceau. Non. Mais c'était une mémoire d'éléphant dans un corps de girafe. Hein. Oui, c'est vrai. Et il connaissait par exemple la Première Guerre mondiale, mais sur le bout du doigt. Ouais. Et quand on allait jouer dans l'Est, il me disait, t'as vu Verdun, 60 km, on y va. Et là, il me racontait le chemin des dames, il me racontait... Et le meilleur souvenir que j'ai, c'est à Avranches, où il m'a raconté la poche d'Avranches, résorbée par Patton, où il m'a obligé à aller sur la place centrale d'Avranches, un après-midi de janvier, où il faisait -5. Il m'a expliqué la poche d'Avranches. Et à chaque fois qu'on passait à Avranches, il me disait Patton, et il me refaisait la poche d'Avranches. Mais souvenez-vous, Philippe, qu'au grand concours des animateurs sur TF1, Carole Rousseau n'avait pas réussi à le coller sur cette période de l'histoire qu'il connaissait parfaitement. Hein. Oui, Vous oui, avez oui, tous sidérés par ses connaissances incroyables. Alors, c'était aussi un comédien. Bon, il n'a pas été très utilisé par le cinéma ni par le théâtre parce que vous le monopolisiez aux Deux Ânes. Hein. Oui, déjà, il a beaucoup travaillé dans un théâtre que vous avez bien connu, Philippe, qui était le théâtre de 10 heures. Oui. Et moi, je suis arrivé là-bas, en partie grâce à vous d'ailleurs, en 73. Et il y avait à l'affiche des gens qui étaient fort célèbres, puisqu'il y avait encore Robert Roca, il y avait Jacques Grélot, il y avait Jean Amadou, il y avait Maurice Orgue, et c'était vraiment la grande lignée. Alors, des est-ce qu'on peut dire que c'était un chansonnier à l'ancienne, c'est-à-dire à la fois vêtu d'un smoking lorsqu'il se présentait devant le public, capable de trousser une chanson en alexandrin? Il n'était pas très alexandrin, Jean. C'était pas trop son style. Et c'est là où il a modernisé quand même notre métier. C'est-à-dire que les chansonniers, ils étaient comme Maurice Orgue, comme André Rochelle, ils chantaient en couplet ou en quatrain. Et lui, il a apporté vraiment la prose dans notre métier. Et puis un regard un peu journalistique. Moi, je me rappelle de ses premières prestations sur une autre radio. Il était journaliste quand il suivait le Tour de France. D'ailleurs, c'était comme chroniqueur sportif, parce que, en plus, comme il était passionné par la petite reine. Mais à propos d'André Rochelle que vous citiez, nous avons retrouvé une évocation d'un soir de réveillon. Il y avait André Rochelle qui était un chansonnier du caveau de la République qu'on a bien connu, Jacques et moi, qui est un mec épatant, mais très solitaire. Il était seul, d'ailleurs, il était célibataire, il vivait seul. Il détestait finalement un certain nombre de choses où on était fait. Et donc, un soir de réveillon, il sort du caveau de la République et il cherche un restaurant où il n'y ait pas de réveillon, pour qu'il puisse bouffer tranquille et qu'on l'emmerde pas. Et il finit par en trouver un où il y avait un réveillon dans la salle du fond, mais la première salle était libre. Il dit, bon, est-ce que je peux manger un steak, des pâtes avant de rentrer chez moi? Mais oui, monsieur, mettez-vous là. Il se met tout ça. Il est donc tout seul dans la salle et il commence à attaquer son journal à sa gauche, le steak et les pâtes. Et à ce moment-là, le garçon s'est approché, lui a fait, vous voulez des cotillons, monsieur? Et puis, il y avait le chansonnier citoyen.
parce que il était très attaché à la fois à la France, à la République et à la démocratie, mais ça ne l'empêchait pas de dire tout ce qui n'allait pas. Et il n'a jamais manqué de sujet. Hein. Oui, Comment était-il dans les coulisses du théâtre, Bernard Mabille? Ah, charmant. Charmant, charmant, charmant. Moi, je l'avais croisé au Don Camillo, où il était vedette du Don Camillo. Et moi, je passais en audition derrière lui et je le croisais dans l'escalier. Il descendait l'escalier. Et je n'ai jamais osé lui dire bonjour, tellement il m'impressionnait. Et on a réglé nos comptes dans le théâtre de Jacques, dans les coulisses. Je lui ai expliqué que... Ouais, c'était un maître, quoi, donc il me faisait peur. Et pourtant, vous étiez presque à la même hauteur, tous les deux. Bah oui, mais quand on le connaissait pas, il faisait plutôt sévère et un peu hautain, alors qu'il ne l'était pas. Ouais. Ah non, on rigolait parce qu'il était très au courant de tout. Il s'intéressait aux films qui sortent, beaucoup à Internet, aux dernières chansons. Il était vachement moderne, moderne. Et puis nous, on se bagarrait parce que sur la politique, quoi. Mais enfin, ça se passait bien. Quelle culture. Puis il m'a raconté Moi, je regrette de ne pas l'avoir filmé parce que c'était la mémoire du musical. Il avait débuté en logeant chez Fernand Reynaud, oui, m'avait-il dit. Oui, il avait connu tout le monde. Alors, c'était non seulement la mémoire du musical, mais la mémoire d'une certaine époque qualifiée de belle, et puis de l'époque qui avait suivi. Et alors, il suffisait... Ici, et nous l'avons souvent fait, il suffisait de citer le nom d'une vieille actrice, aujourd'hui disparue, et l'histoire, très courte, mais assez cruelle, suivait. Je me souviens un jour chez Libre, je dînais en face d'une dame et Sapritch était à côté, elle dînait toute seule. Alors là-bas, j'ai bavardé avec Alice. C'était bien elle. Et puis, j'ai continué à parler avec la dame avec laquelle j'étais. Et à un moment est arrivée Sylvia Montfort. Sylvia Montfort, toute seule aussi, d'ailleurs, qui a dit à Sapritch, oh ma chérie, tu as l'air fatiguée. Et Sapritch lui a répondu, je suis pas fatigué, Sylvia, je suis vieille et nous avons le même âge. Il y avait aussi l'écrivain. Hein? Oui. Ah oui, l'écrivain, et il a publié une dizaine de livres. Même en scène, le tour était remarquablement écrit. Remarquablement. Mais il a fait surtout beaucoup de chroniques à la radio pendant des années. Il faisait 2 chroniques par week-end et il a fait beaucoup de bouquins avec. Ouais. Je note d'ailleurs que Bernard Tapie va sortir dans quelques jours un livre qui porte le titre d'un des siens, « De quoi je me mêle ». Ah oui, exactement. Il avait fait les pensées, il avait fait le journal d'un bouffon, il avait fait « Je m'en souviendrai de ce siècle ». Oui, c'était un de ses derniers bouquins. Et il avait fait aussi « Il était une mauvaise foi ». Heureux les convaincus, et puis vous n'êtes pas obligé de me croire. Tout ça, c'était une façon de traiter de la politique sans se laisser prendre d'ailleurs à aucun discours précis. Hein. Non, c'était pas un militant. Quel rapport avait-il avec les hommes politiques? Courtois, mais un peu distant? Oh, très bon, je crois. Il aimait bien la politique. Alors, il aimait bien fréquenter les hommes politiques, il aimait bien parler avec eux, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs. Non, je crois qu'il avait un dialogue direct, et comme il connaissait bien, quelquefois beaucoup mieux qu'eux, le fonctionnement des républiques précédentes, il était capable de leur dire, mais machin, vous savez qu'il était quand même directeur de cabinet chez Joël Le Teul en telle année. Alors il disait, ah oui, c'est possible, c'est possible. Alors il avait fait des tournées, et pas seulement avec vous, cher Jacques Maillot, il avait fait des tournées d'opérettes. Avant la guerre, il y avait des tournées d'opérettes. Et il partait, et dans beaucoup de villes où ils allaient, surtout les villes d'eau, il y avait un orchestre local qui était là. Donc la tournée partait, et l'orchestre était sur place, bien sûr, il changeait Vichy, Clermont-Ferrand, et il m'emmenait les partitions, bien sûr. Et c'est la jeune première, la première soirée, elle est en province, on frappe à sa porte, il dit « Je suis le 4e violon, mademoiselle, je vous ai trouvé formidable. Vous voulez pas dîner avec moi ?» Elle va dîner avec le 4e violon. Le lendemain, ils sont dans une autre ville, frappe à la porte à la fin de la... C'est le 4e violon, mademoiselle. Je voudrais bien dire. La 3e fois où elle se fait inviter par le 4e violon local, elle dit, il y a quand même un truc. Pourquoi toujours le 4e violon? Et parce que la partition suivait, et sur la partition du 4e violon, il y avait la jeune première est une salope. Et donc, le mec, il montait chaque fois dans chaque ville.
C'était d'autant plus efficace quand il prononçait un gros mot. C'est que d'habitude, il avait un style très châtié. Hein. Oui. Ah, ça, c'était le propre de cette époque. C'était Jean Rigaud pouvait dire merde, ça passait très bien, ça faisait très classe. Oui. Et Jean, c'était la même chose, quoi. Et c'était bien emballé, c'était dit avec un nœud papillon, un smoking. Donc, Alors, il était très à l'aise derrière son bureau, la plume à la main, très à l'aise aussi sur scène face au public. Hein. Oui, alors il avait une façon de travailler que, je sais pas, qu'on a peut-être un peu reprise, il prenait un peu le public à témoin, il avait l'impression de lui faire des confidences, et ça c'est très, très agréable. Stand-up maintenant, un peu. Oui, c'était du stand-up avant la lettre, oui. Ah, il avait un public qui lui était très attaché, d'ailleurs. Les dames, beaucoup. Ah oui. Les dames aimaient beaucoup sa voix, la voix de Jean. Sa voix et ses yeux bleus, quand même. Ses yeux bleus, oui. C'est vrai que la voix est le premier organe de la séduction. Oui. Le reste vient après. Hein. Oui, d'ailleurs, dans les souvenirs de tournée, c'est ce qui était très rigolo. On voyait quelquefois arriver, je me rappelle, on était à côté de Rouen, au Grand Quevilly. On a vu arriver une dame qui n'avait plus d'âge dans les loges et qui me dit « Est-ce que monsieur Amadou est là ?» Alors je lui dis « Oui, il est dans la loge 3. Est-ce que je peux taper à sa porte ?» Je lui dis « Oui. » Je regarde la scène, donc elle frappe à la porte. La porte s'ouvre, elle fait « Oh Jean, tu te souviens de moi, c'était en croisière en 1950. » Et là, j'ai vu Jean qui me dit la prochaine fois, tu ne les laisses plus rentrer. Justement, à propos de croisière, il nous avait raconté un jour une très belle histoire de mal de mer. Commencé à bouger à partir de 5 heures l'après-midi. Quand je suis rentré en scène, j'avais 400 personnes dans la salle à manger sur ce bateau, entre Mykonos et la Grèce. Ah oui. Et au fur et à mesure que je parlais, moi je m'étais bien calé, j'avais un pied devant, un pied derrière, comme ça le micro entre les deux, j'étais bien calé. En fur et à mesure que je parlais, ils sortaient par paquet de 5 ou 6. Et j'ai terminé, ils étaient 8. Mais qu'est-ce qui se passe? Et après, je suis allé à la salle à manger où j'étais le seul à pouvoir manger. J'avais faim, moi, en plus. Le bateau bougeait beaucoup. Hein. Puis, c'était un joyeux compagnon. Alors, il se tenait bien à table. Hein. Très, très bien. Il adorait manger et il mangeait à la lyonnaise. Le riz de veau. Oui, là, il mangeait. Et le petit mâchon le matin, non? Oh, non, pas très mâchon. Mais le problème, c'était le soir. C'est-à-dire qu'après le spectacle, on sait tous les problèmes que c'est. On a envie plutôt d'être léger. Avec Bernard, on a des souvenirs, d'ailleurs, communs. Je me rappelle d'un Paris-Brest que Bernard a eu beaucoup de difficultés à digérer. Bon, arrêtez, le cuisinier avait des croûtes, il se les grattait sur le gâteau. C'est vrai, en plus. Oui. Et il se touchait des endroits délicats en nous servant. Donc, il y avait des poils aussi. Oui, c'est ça. Et alors Bernard, il dit, je vais prendre le Paris. C'était du côté de Vierzon. Hein. Oui, c'était à Vierzon. Et alors Jean, ça ne le faisait pas reculer. C'est-à-dire qu'il pouvait vous manger un tablier de sapeur, des rognons à 1h du matin, un civet de lièvre. Il allait se coucher. Le lendemain, au petit déjeuner, il disait, j'étais un peu lourd hier, mais c'est bien passé quand même. Et le tout bien arrosé quand même. Oui, absolument. Non, il était formidable. Il y avait aussi le Jean Amadou des grosses têtes. Oui, bon, oui. Parce que pendant plus d'une dizaine d'années, il a été notre compagnon, et ce qui a permis à Jean-Jacques Perroni et à Vincent Perrault de l'approcher. Autrement, il aurait peut-être pas connu. Ah non, c'était la première occasion, oui, effectivement. Et puis nous, on parlait beaucoup de cinéma quand on était dans les loges entre les émissions. Oui, il s'intéressait au cinéma. Non seulement il s'intéressait au cinéma, mais je connaissais aussi bien sa carrière de scénariste. Il a écrit quelques jolies petites choses, comme notamment La situation est grave mais pas désespérée, Général nous voilà. Il y avait toujours un sous-texte historique. Et il votait, tu sais qu'il votait au César. Il votait pour un prix parce qu'il nous apportait les DVD. Une fois qu'il les avait visionnés, il nous offrait les DVD. Ah ouais. Il avait fait le scénario d'une série télé avec Daniel Cauchy. C'était l'histoire de reporters. Oui, ça s'appelait Des envoyés spéciaux. Un truc ça, comme c'est ça. ses débuts. Et alors, moi, il m'avait raconté un truc, il m'avait dit, bon, ça marchait pas mal. Et à un moment, avec Cauchy, il s'était dit, bon, on va écrire d'autres épisodes. Et il se disait, tu veux aller où? L'autre disait, en Thaïlande. Alors, il faisait un épisode qui se déroulait en Thaïlande. Comme ça, ils allaient tourner en Thaïlande. Ils ont visité pas mal de trucs aux frais de la princesse pour faire les tournages. Ah oui, il a eu plus de chance que Balutin avec son curé chez les Thaïlandaises. Oui, ça c'est vrai. Ils sont arrêtés dans le 13e. Hein. Oui. Avec Cauchy, il jouait dans tous les sens du terme, parce qu'ils étaient joueurs tous les deux. Oui. Et je ne sais pas si vous avez raconté cette histoire quand ils sont descendus à Cannes.
où ils ont tout perdu au casino. Ils ont été obligés de vendre la voiture pour rentrer. Ils ont pris un billet de train. C'est quand même très fort, quoi. C'est vrai qu'il est resté très joueur, mais enfin bon, avec l'âge, une certaine sagesse lui était venue. Est-ce que vous l'avez un peu connu? Non, vous, justement, Chantal? je regrette. J'ai croisé une fois dans une radio, mais je l'ai pas connu en fait. Ouais. Mais je trouvais très très percutant et une puissance, mais vraiment un grand bonhomme. Un grand bonhomme. Ah, ouais. Alors, le Tour de France était une de ses passions. Oui. Oui. Je ne pense pas qu'il faisait beaucoup de vélo lui-même. Non, il n'en a jamais fait. Non. Il n'a jamais fait, mais il adorait ça. Alors il adorait ça. Eh bien, vous allez avoir droit à une anecdote sur le Tour de France et racontée par Jean Amadou. Je me souviens d'un coureur qui est devenu maintenant directeur sportif et qui était un merveilleux bonhomme, parce qu'il était gentil comme tout, il est toujours gentil d'ailleurs, qui n'était pas un grand grimpeur. Et dans le col de la Madeleine, qui est un col interminable, au pied du col de la Madeleine, il y a sommet du col de la Madeleine 32 km, ça savait pas le grimpeur, tu vois. Et il était seul dans le col de la Madeleine, tout seul, il était déjà lâché. Et je me tenais à ses côtés dans la voiture, il me dit, combien il reste? Bon, je lui dis, il va rester 5 km, il y en avait 8, mais je lui dis 5. Bon, puis j'ai dit, écoute, je m'en vais. Il me dit, non, reste encore un peu. Mais je dis, pourquoi? Je m'emmerde. Mais il a connu le Tour de France à l'époque où il y avait encore Antoine Blondin, bien sûr, avec Antoine Blondin. Alors, j'ai fait un de ces Tours de France. À l'époque, c'était pour le Figaro. Bon, moi, j'étais pas très fanat du... Vous n'êtes pas très porté sur la pédale, vous? Non, pas du tout. Et j'étais au milieu de gens qui se réveillaient très tôt le matin, qui se couchaient très tard le soir, et qui, entre les deux, ne parlaient que de vélo. Oui, oui. Mais vraiment des mordus. Vous n'étiez pas aux courses à Deauville, hein? Non, mais c'est vrai que quand on était pris dans la course, il y avait non seulement à l'époque, il y avait des champions qui étaient des célébrités presque mondiales, hein, mais aussi il y avait encore plus de monde qu'il y a aujourd'hui sur le parcours du Tour. Mais le matin au réveil, pendant les repas et le soir après l'arrivée de l'étape, c'était le vélo obligatoire. Et je dois dire que Jean n'en souffrait pas du tout. Hein. Non, il refaisait l'étape, même. Ils avaient une façon de re-raconter l'étape. C'est un peu ce qu'on fait sur RTL pour le football aujourd'hui, on refait le match. Alors, ils vont raconter avec des termes très techniques. Alors là, tu vois, là, Anquetil, il a pris la bordure et la claque, et alors, il refaisait tout ça. Il passait des soirées et des nuits. Et puis, il jouait un petit peu. Et puis, il buvotait un petit peu. C'était assez cocasse, hein, les soirées du Tour de France. Moi, j'ai un souvenir où j'avais rejoint Jean sur la place de Bayonne. Et on m'avait dit, vous allez faire l'étape avec monsieur Lino Ventura. Donc j'étais très content de connaître Lino Ventura. Ventura me dit, vous connaissez un peu les coureurs? Je dis, oui, quelques-uns. Et il y avait Jacques Anquetil qui était consultant pour France 2. Alors il me dit, j'aimerais bien connaître Anquetil. Alors je lui présente Anquetil, et Anquetil nous dit, vous avez pris le café? Il était 8h30 du matin. Et Ventura dit, oui, mais on en prendrait volontiers un autre avec vous. Et on va prendre le café à 8h30 dans un petit bistrot sur la place de Bayonne avec Jacques Anquetil. Et là, on commande donc chacun un café, donc 3 cafés. Et Anquetil nous dit, vous rajoutez rien dedans? Et Ventura dit non, moi je le bois comme ça. Et Anquetil dit, vous me mettrez un petit cognac avec. Et alors, je verrai toujours Anquetil prendre le cognac, il verse le cognac dans son café et il le boit. Et il nous dit, il faut que j'aille sur la ligne de départ. Et là, Ventura, avec sa carrure énorme, le regarde partir et il me dit, belle santé, je comprends qu'il ait gagné 5 Tours de France. Alors, je crois qu'il y avait quelqu'un qui était encore plus porté sur la boisson. C'était l'envoyé spécial du François de l'époque qui s'appelait René Dunant. Ah, oui. Et René Dunant avait une spécialité le matin, c'est qu'il se faisait servir un petit déjeuner qui consistait en un bol de pastis dans lequel il trempait ses croissants. Oh là là. Oh, il est mort très jeune. Et très jaune. Alors nous allons bien sûr encore parler de Jean Amadou, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va respecter un peu le rituel des grosses têtes en évoquant aussi cette actualité aux commentaires de laquelle il était très attaché. Et naturellement, il va y avoir un coup de sang.
Ce sera aujourd'hui le coup de sang de Bernard Mabille. Oui, alors ça n'a rien à voir, mais j'aurais piqué un énorme coup de sang, loin de toute misogynie, je vous le jure, contre ces chercheurs anglais qui nous révèlent que la femme ne serait seulement belle que 2 heures et 22 minutes par jour. Oui, madame, vous avez raison de faire haut. Ah bah dis donc. Tout en admirant la précision des chiffres, 2 heures et 22 minutes, pourquoi pas 23 ou 24. J'ai alors voulu vérifier, chronomètre à la main, ne quittant pas ce dimanche mon épouse des yeux. 20 ans que je ne l'avais pas maté avec autant d'attention. Une conclusion s'impose. Anglais ou pas anglais, ces chercheurs sont des cons. Les femmes peut-être, mais pas ma femme. 7 heures après un dernier ronflement, elle ouvre un œil glauque, cheveux en bataille, rouge à lèvres étalé d'une oreille à l'autre. Elle est moche. 9 heures. Elle sert le petit déjeuner au lit. Je ne suis guère exigeant. œuf coq, café robusta, confiture faite par elle. Le journal qu'elle est descendue acheter le matin sans même passer par la salle de bain. Elle est moche. 10 heures. Elle fait le lit, le ménage, la vaisselle de la veille, empilée dans l'évier. Elle est moche. 12 heures. Elle prépare leur repas de midi. 15 potes viennent bouffer. Nous parlerons rugby épinard. Elle est moche. 15 heures, elle débarrasse la table sur les poubelles, la jaune, la verte, la bleue, va jeter les litres vides dans le container, fait pour ça, à 1,8 km de notre appartement. Je regarde Drucker pendant qu'elle passe l'aspirateur. Elle est moche. 18 heures, elle repasse mes chemises de la semaine à venir, étend le linge propre pour le faire sécher, plie mes caleçons, rassemble mes chaussettes, prépare le repas du soir. Elle est moche. 20 heures, visiblement claquée, allez savoir pourquoi. Elle balance ses fringues sur un fauteuil, va se coucher me lançant un bonsoir chéri d'une voix lasse. Rien n'y fait, elle est toujours aussi moche. Il y a chez elle plus d'Eva Jolie que d'Angelina. Les chercheurs sont donc des idiots. Voilà 10 ans que je partage sa vie sans jamais avoir trouvé ces 2 heures et 22 minutes. Il faudrait pour ça, nous disent-ils, qu'elle passe 10 minutes sous la douche, 11 minutes à se coiffer, 8 minutes à se maquiller et 9 minutes à choisir sa tenue. Qu'est-ce qu'ils veulent, les chercheurs? Que j'engage une natifacette tout Diallo qui ferait le boulot à sa place, manquerait plus que ça. Les chercheurs sont des cons, quoique pas tout à fait. Affirmant en fin de rapport que, je les cite intégralement, les hommes, eux, sont impeccables toute la journée. Pas besoin d'être chercheur pour l'avoir remarqué. J'aurais piqué un autre petit coup de sang contre la dette, cette fameuse dette qui sépare la petite Julia Sarkozy de son papa. Afin de nous sortir de la crise, Nicolas passe ses journées et ses nuits avec Angela Merkel, loin des hare et des guili-guili. Le président a tranché. Le choix était pourtant cornélien. Attention au jeu de mots. L'euro à Bruxelles ou l'euro à l'Élysée. Ah oui. Il opta pour le premier. Enfin, un coup de sang contre Dominique de Villepin qui a avoué à des étudiants hier avoir dîné avec Lady Gaga. Une charmante jeune fille, a-t-il dit, qu'il aurait aimé lécher partout. Ah, je n'invente rien. Lécher partout parce qu'elle a porté un jour, et nous en avons parlé à l'époque, une robe qui était uniquement composée de tranches de viande. Hein. Ah ouais. Seulement voilà le problème. Lady Gaga n'était pas à Paris, mais à Los Angeles, 9000 km. Soit Villepin souffre d'une giscardite aiguë qui nous avait dit avoir niqué les Didi, soit Villepin une très grande langue façon fourmilier. Le genre de mec à te lécher le nombril en passant par l'intérieur. Pardon pour cette attaque injustifiée d'ailleurs contre la beauté féminine. Oui, c'était un peu méchant pour les femmes. Attends, c'est le même. rapport, moi j'y peux rien. Ouais, Je regarde ce que j'ai sous les yeux. Mais tu perds rien pour attendre. Non, vous vous sentez sûrement, vous, Chantal... Moi, je suis un peu comme sa femme, comme ça, oui. Non, mais il y a des moments ou des jours où vous sentez plus en beauté qu'à Toujours. d'autres. Je suis toujours en beauté. Vous ne trouvez pas? Il y a des gens. Demandez au public. Attends. Mais ça saute aux yeux. Est-ce qu'il y a des gens, des hommes qui te l'ont dit? Bien sûr. Ben, ils Tout le sont temps. bien foutus de ta gueule.
Alors je suppose que notre ami Jean aurait brodé sur le retour de Carla avec son enfant. Elle sort de la clinique et comme elle a promis, elle va tenir sûrement, qu'on ne verrait pas les traits de sa fille avant sa majorité, elle lui a mis sur le visage une espèce de burqa pileuse qui est composée par sa chevelure personnelle, ce qui fait qu'on ne voit rien, absolument rien. Parce que quand je l'ai vu sortir de la clinique, c'était en même temps que le match de rugby. J'ai l'impression qu'elle tenait un ballon de rugby dans les mains. Je me suis dit, pourvu qu'elle donne pas un coup de pied dedans pour le faire. Là, pour l'essai, c'était une transformation quand même. Alors, pendant ce temps-là, l'heureux papa recevait des petits cadeaux. D'abord, Angela Merkel lui a offert un petit ourson en peluche. Oui. Ah oui. Il réclamait davantage, il voulait 15 milliards, mais il a eu l'ourson déjà. C'est déjà bien. Et puis, il est allé en province pour un de ses déplacements qu'il fait sans arrière-pensée, puisque vous savez qu'il n'est pas candidat. Pas du tout. Non. Et là, il y a des syndicats qui étaient réunis, qui lui ont remis un bavoir. Alors, un bavoir pour le bébé. Hein, ah bah c'est gentil. Oui. Marqué, il est avocat de formation et les avocats, on les appelle les baveux. Oui, absolument. Et puis, il y a eu une intervention assez remarquable, mais teintée d'humour, à l'Assemblée nationale, lorsque le président de la commission des finances, qui est un socialiste, Jérôme Cahuzac, alors qu'on débattait de la surtaxation de certaines boissons, a dit, avec un petit sourire, « Je suggère qu'on dispense de cette surtaxation les boissons pour bébés. » C'était gentil. C'était gentil. Clin d'œil. Et puis on a reparlé de Dodo la sardine. Oui. Alors le dodo de la sardine, c'est quand même... C'est Dédé la sardine et Dodo la saumure. Dodo la saumure, pardon. Oui. Dodo la saumure. Et Dodo la saumure, ça se passe quand même à Lille. Et on n'a jamais parlé de Martine Aubry à propos de cette affaire. On ne sait pas. Peut-être qu'elle allait au Carlton entre 5 et 7. Ça va venir. Vous croyez qu'elle faisait dans les bars montants là-bas? Non, quand même pas. Cela dit, Dodo la saumure mérite d'être réhabilité. D'après ce que j'ai lu, c'est un type très bien. D'abord, il a beaucoup milité pour la tolérance dans des maisons qui, d'ailleurs, la pratiquent de l'autre côté de la frontière, puisqu'il est aussi souvent en Belgique. Il est à Mons. Oui. Ensuite, c'est un adepte du massage. Ça soulage le massage. Et non seulement ça soulage, mais alors qu'on fait des massages qui, chez nous, ne sont pas très aboutis, lui proposait des massages complets. Ah oui, d'accord. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un couple uni, parce que sa femme donnait un bon coup de main aussi, d'après ce que j'ai lu. Ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Ce sont des bons patrons, ils font travailler 160 femmes. Bah oui. L'amour du travail bien fait. Du travail bien fait, bien léché. Voilà. Bien sûr. Bien s'allonger sur le dossier. Non, mais je veux dire que c'est quand même, je dirais pas un bienfaiteur de l'humanité, mais quelqu'un qui travaille à notre bien-être. Mais bien sûr. Oui, ça, on ne peut pas critiquer. Alors, il n'y a pas eu que sur le net... l'histoire de Villepin, il y a eu aussi celle d'Éric Besson, qui n'était d'ailleurs pas destinée au grand public. Ah oui, il a tweeté. Il a tweeté. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tweeté en disant, c'était apparemment très anodin, « Quand je rentre, je me couche trop épuisé. Point. Avec toi, point d'interrogation. » Et visiblement, c'était destiné à la femme de sa vie. Et comme il est jeune marié, on peut penser que c'était elle qui était la vraie destinataire. Il ferait déjà chambre à part. Et ça veut dire qu'il honorerait pas ça. Alors voilà, c'est bizarre. Ça veut tout Pourquoi dire. il a mignonne, ça, hein. il veut que tout le monde le Elle est sache. très jolie. Oui, hein. Chantal a raison. Non, mais Chantal ça- a raison. Pourquoi de faire des trucs comme ça si c'est pour que personne ne le sache? Non, mais c'est gouré de tweets. Non, il s'est gouré, mais moi j'ai envie de dire que c'est destiné à bien fait parce quelqu'un. qu'à raconter des vies inexistantes et inintéressantes sur les Twitter, votre Facebook, quand il y a des erreurs de destination, c'est plutôt drôle et c'est bien fait. Voilà. Et puis il y a eu, pour parler encore de cette politique qui inspirait tant notre ami, il y a eu la plaisanterie de Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, avec les andouillettes AAA. Alors, Pour le classement. lui, pour bien le classement. montrer qu'il ne tenait pas les agences de notation qui prodiguent les 3A aux différentes nations, il a fait déposer devant l'agence Moody's une andouillette AAA.
Et ça existe d'ailleurs. Oui. C'est l'association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. Ouais. Ça en fait 5. 5. Là, il y a 5 Andouillette fabriquée à Troyes et qui est le maire de Troyes, notre ministre des Finances, Monsieur Barouin. Monsieur Barouin. Eh oui. Donc il va nous garder les. Oh, bah, les c'est ors. sûr, oui, je pense. Il paraît qu'il est pas maladroit pour faire coulisser l'andouillette, m'a-t-on dit. Oui. Alors revenons à notre ami avec d'autres souvenirs sonores que nous avons trouvés, mais il y en avait des dizaines parmi lesquels il a fallu choisir. Et il s'en prenait très souvent aux décisions politiques, même celles qui étaient prises en plus haut lieu. C'est une belle idée de Sarkozy, je trouve, et c'est une idée intelligente. Parce qu'en effet, il a coupé en deux le ministère. Il y a un ministère que Mme Christine Lagarde, elle est ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Et M. Xavier Bertrand est ministre, lui, de la solidarité et du travail. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que l'emploi et le travail ne dépendent pas du même ministère, pour bien montrer aux Français que c'est pas du tout la même chose, et qu'en France, un Français qui arrive et qui cherche un emploi, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui cherche du travail. Vous voyez, Ça marche. Ah oui, il y a une grande logique. C'est une logique formidable, formidable. Non, c'est là où on se rend compte que nous, avec notre petite jugeote de primaire, on est beaucoup plus logique que... Ah oui, que les énarques. Que les énarques, hein. On fait des études qui sont pas que plus 32. Oh, dites donc, il y a, ça pourrait être la cerise sur le gâteau, une nouvelle robe sexy. Bon, vous me direz, on en connaît beaucoup, avec des décolletés plongeants, très courtes souvent. Ou la robe d'Anita. Et celle-là, elle a quoi en plus, Alors, Philippe? c'est une robe qui, pour l'instant, est expérimentale. Elle devient transparente lorsque la femme est en train de bavarder avec un monsieur et qu'elle se sent une certaine appétence pour lui. C'est-à-dire que, si vous voulez, cette robe, elle est sensible à une élévation de température de celle qui la porte. C'est une robe sensitive. Et ça la rend transparente. Alors, vous, par exemple, Chantal, vous êtes en conversation avec Vincent Perrault. Je prends lui parce que c'est le plus présentable. Oui, je suis le plus proche en plus là aujourd'hui. En plus, et là, il se passe rien. Au contraire, on dirait que la robe, ça s'assombrit. Au contraire, il sait dire les mots. Si, c'est dire les mots, oui. Ah bah oui, les mots. Je lui explique qu'après son spectacle, je vais aller la voir, on va dîner ensemble. Un petit ça y est, histoire d'eux, quoi. Mais en copain, en tout bien, tout honneur. Et que mon mari sera dans la loge, alors là, la robe... Les restaurants, on va l'enfermer dans la loge. Et vous dites in petto. In petto. C'est-à-dire, en vous-même, chère Chantal, vous dites, ah ben, ce petit-là, je me le ferai bien. Ouais. Et là, la robe, la robe devient transparente. C'est un conte de fées. Voilà. C'est très joli. Le corps à minuit, le conte de fesses. Oui, aussi. Mais... Non, c'est marrant. Mais alors, est-ce qu'on pourrait faire ça pour des... Vous allez me dire que je suis obsédé. Oh non. Pour les bonnes sœurs. Alors, cela dit... Ce serait marrant de voir des bonnes sœurs avec ce genre de... Et pour les garçons aussi, alors pourquoi pas? Je suis allé dans un truc inverse il n'y a pas très longtemps, dans un restaurant à Bruxelles où la porte des toilettes, mais pour le gros besoin, la porte est transparente. Ce qui fait que les gens, ils arrivent dans les toilettes, ils se disent... j'ai envie, mais j'ose pas rentrer parce que la porte, elle est vitrée. C'est là qu'il y a marqué pousser fort, non? Oui. Et donc personne n'ose y aller. Et de temps en temps, il y a un type un peu plus courageux que les autres qui y va. Et dès qu'on ferme la porte, dès qu'on tourne la serrure, ça s'obscurcit. La vitre devient voilée et opaque. Et c'est très drôle parce que tout le monde est là, il se dit non, je peux pas y aller. Faut pas que ça déconne en plein milieu. Ah oui. Alors, puisque nous en sommes aux bonnes histoires, Jean en racontait souvent ici et qui était parfois assez gratiné. Donnait l'impression d'ailleurs de se forcer un peu pour aborder certains sujets, pour prononcer certains mots. Écoutez cette histoire médicale. C'est dans un bloc opératoire juste avant l'intervention et le chirurgien demande à son patient « Quelle anesthésie préférez-vous, la plus chère ou la moins chère ?» Le patient dit « Écoutez, la moins chère, quand même. Très bien. » Il y a deux infirmières qui rentrent et qui commencent à chanter « Fais dodo, Colin, mon petit frère, fais dodo, t'auras pas bobo. »
C'est mignon. C'est très mignon. Et puis, réjouissons-nous, parce que la fin du monde que le fameux prédicateur Harold Camping, c'est un drôle de nom, avait annoncé. Moi, je connais sa tante. Pour la 3e fois. Il est copain avec Dédé la sardine. Il avait dit que la fin du monde interviendrait le 21 octobre. Oui. Nous sommes le 24. Apparemment, il ne s'est rien passé. Pas plus que les autres fois, d'ailleurs. Hein. Mais bon, un jour, ça finira bien par arriver. Il y avait le couturier qui nous prévoyait la fin du monde. Ah oui. Le Paco Rabanne. Il va s'écraser sur le Gers. Comme le disait Pierre Drapeau, Noël au balcon, Paco Rabanne. Et puis, ça coïncide avec la venue de la Mahatma Atma. Qu'est-ce qu'elle a ça? Ah Non, oui, c'est la dame qui... Ama. Celle qui embrasse. Celle qui embrasse. Celle qui embrasse. C'est quoi qui Qui est embrasse? train. Elle a déjà embrassé 3 millions de personnes à l'heure où nous parlons. Et là, elle a une tranche de 20 000 Français qui l'attendent dans le Val d'Oise. Donc, si vous avez envie d'une petite étreinte extrêmement fugitive, hein, ça dure 3 à 4 secondes. Ouais, elle n'a pas dit sa dernière Il galoche. paraît que c'est très très agréable. Enfin, Et elle a la robe qui se met transparente? Non, c'est une dame d'âge respectable déjà, mais finalement, ses étreintes sont très recherchées. Elle est dans la rue ou dans une salle spéciale? Non, elle circule elle tantôt dans la rue, tantôt dans des salles qu'on met à sa disposition. Elle est enveloppée d'un sari blanc, elle enlace tout ce qui passe. Donc. La Matma, elle s'appelle. La Matma. pas la Matmut, hein. Oui, parce que nous, on va à la Matmut, nous, avec... Non, c'était le titre de Gandhi, je vous rappelle. Le Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Oui. Hein. Puis, une autre histoire. Alors, ça, c'est pas d'ailleurs une véritable histoire. Ça montre à quel point notre ami Jean était féru d'histoire. Il était, entre autres, incollable sur Napoléon. Il faut citer les fameux titres du Moniteur sur le retour de l'île d'Elbe, quand il est arrivé à Golfe-Juan. Le Moniteur a publié ses titres sur le vol de l'Aigle. Le tigre assoiffé de sang a débarqué à Golfe-Juan. 2 jours après, le tigre, il n'était plus assoiffé de sang, est à Cannes. Le tyran est à Gap. L'empereur est à Grenoble. Sa Majesté est à Fontainebleau. Napoléon a fait son entrée triomphale dans sa ville de Paris. Le tout en une semaine est écrit par le même mec. Généralement, nous terminons par une bonne histoire que raconte un de nos panélistes. Aujourd'hui, c'est le cher et regretté Jean Amadou, auquel nous avons rendu hommage, qui va raconter la bonne histoire. Ça se passe dans le milieu médical. C'était la dame qui allait voir son médecin, il disait « Je crois que je suis enceinte ». Il dit « Mais non, c'est des flatulences que vous avez ». Et 2 ans après, il rencontre la dame qui a un petit gamin à la main, il lui fait « Oh, vous avez un garçon ?» Il fait « Non, pas du tout, j'ai fait un paix, je lui ai mis un costume marin ». Voilà, c'était des grosses têtes partagées entre la peine et le rire. Merci, bravo, à demain.